Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Un ancien chef d'État emprisonné, condamné pour corruption et financement illégal, puis libéré sous contrôle pour un nouveau procès à venir, un scénario que l'on croyait réservé aux scénarios de cinéma. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy quitte sa cellule à la santé, non pour retrouver la liberté complète, mais pour une remise en liberté conditionnelle, lourde de symboles. L'ancien président continue de contester les frais. Il a déclaré se battre pour que la vérité triomphe. Ce retour en marche de la République pose des questions profondes sur la justice des puissants, sur l'impunité des élites et sur la confiance dans les institutions. Avec nous ce soir, Maître Vincent Brangart, qui représente l'association Sherpa, partie civile dans ce procès, au nom de la lutte contre la corruption et pour la défense de l'intégrité de la vie publique. C'est tout de suite. Bonsoir Maître, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci de votre invitation. Alors vous représentez l'association Sherpa qui est partie civile dans ce dossier, vous êtes l'un des avocats et d'ailleurs un des avocats de Nicolas Sarkozy, maître Christophe Ingrin, affirme que, je cite, cette décision est une application normale du droit. Le patron des députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, s'est réjoui de sa remise en liberté et parle, je cite, d'une décision juste et digne à la hauteur de l'homme qui a tant donné à son pays. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision de remise en liberté sous contrôle judiciaire de Nicolas Sarkozy ? Je pense qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, ni dans un sens, ni dans l'autre. Cette décision est assez prévisible, compte tenu de ce qu'a été le champ de contrôle de la Cour d'appel. Et le champ de contrôle de la Cour d'appel, c'est uniquement la question des garanties de représentation. Et donc la Cour d'appel a estimé que ces garanties étaient suffisantes pour justifier un contrôle judiciaire. Mais il faut bien comprendre ici que c'est absolument pas un désaveu de la décision qui a été rendue en première instance, parce que les critères ne sont pas les mêmes. Les critères qui ont conduit à la peine qui a été prononcée à l'encontre de Nicolas Sarkozy et à l'exécution provisoire touchaient notamment à la gravité des faits qu'on lui reprochait, touchaient aussi à la manière dont il a pu s'enfermer dans des dénégations constantes au moment de l'audience, là où la Cour d'appel ne se prononce pas sur le fond, mais se prononce uniquement s'agissant des garanties qu'offrait Nicolas Sarkozy pour justifier sa demande de mise en liberté. Et donc la détention de Nicolas Sarkozy a été courte, 21 jours environ. Pour les parties civiles que vous représentez, comment est-ce que ça a été aussi perçu ? Effectivement, ça a été une détention qui était courte. Maintenant, ce qu'on retient surtout, c'est que une juridiction, à savoir le tribunal correctionnel, a eu le courage de prononcer une peine d'incarcération à l'encontre d'un ancien président de la République, et a eu le courage également de la mettre à exécution à travers cette application du mandat de dépôt, même s'il avait un effet différé. C'est ce que nous retenons, c'est la capacité de la justice à avoir prononcé une peine qui était conforme à la gravité des faits qui sont reprochés à Nicolas Sarkozy. Mais de la même manière que nous saluons l'indépendance qui a pu présider dans la décision qui a été rendue par les premiers juges, eh bien, par cohérence, nous constatons que cette même indépendance a pu conduire à ce que aujourd'hui, eh bien, Nicolas Sarkozy soit mis en liberté. Maintenant, Nicolas Sarkozy a été incarcéré et ça ne veut absolument pas dire qu'il ne sera pas réincarcéré à l'issue de la procédure, parce que nous estimons que les éléments sont suffisants pour justifier le fait que la décision rendue en première instance soit confirmée, si ce n'est aggravée, puisqu'un certain nombre de qualifications n'avaient pas été retenues par les premiers juges, et notamment celle de corruption. Donc c'est une décision évidemment importante parce que son incarcération avait fait l'objet de commentaires particulièrement nombreux. Maintenant, il ne faut pas non plus prêter à cette décision un sens et des effets qu'elle n'a pas. Encore une fois, c'est pas une décision qui tranche le fond de cette affaire, et on est véritablement sur un périmètre qui est un périmètre limité, et c'est d'autant plus que à aucun moment la Cour d'appel ne vient dire que on serait face à une mise en liberté qui serait une sorte de blanc-seing, et une mise en liberté qui serait parfaitement absolue, parce que vous avez quelqu'un qui aujourd'hui est sous contrôle judiciaire avec des contraintes qui ont été définies par la Cour d'appel dans le cadre de cette motivation. Et je pense que la seule rédaction de ces contraintes montre que la juridiction n'est absolument pas dupe, et montre aussi qu'il y a une attention toute particulière qui va être prêtée sur la manière dont vont se dérouler les prochains jours
et les prochains mois dans l'attente de l'examen de cette affaire en appel. Et justement, quelles sont les conditions de son contrôle judiciaire et quelles conséquences si jamais elles étaient violées? Les principales conditions qui étaient fixées dans le cadre de ce contrôle judiciaire, c'est l'interdiction d'entrer en contact avec un certain nombre de protagonistes de ce dossier. Parmi les conditions qui sont eh bien, les plus marquantes, il y a aussi cette condition qui tient au fait qu'il y a une interdiction pour Nicolas Sarkozy d'entrer en contact avec le garde des Sceaux. On savait que la détention de Nicolas Sarkozy était sans précédent du point de vue des peines qui ont pu être prononcées à l'encontre d'anciens ou d'actuels responsables publics. Aujourd'hui, on a de la même manière un contrôle judiciaire qui est sans précédent. Mais il est sans précédent non pas parce que on aurait un traitement particulier à l'encontre de Nicolas Sarkozy, mais parce qu'en fait, le traitement dont il fait l'objet est lié à des antécédents et lié à ce qui a été révélé dans le cadre de ce procès du financement libyen et dans le cadre à la fois des affaires judiciaires précédentes qui ont pu le concerner et également de ce précédent dossier, eh bien, on a vu qu'il y avait une capacité de Nicolas Sarkozy à pouvoir utiliser des leviers relationnels, des leviers de pouvoir à des fins personnelles qui étaient parfaitement extérieures à la question de l'intérêt général. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a déjà été condamné de façon définitive par la justice, qu'aujourd'hui, évidemment, il est présumé innocent dans l'affaire du financement libyen, mais qu'en tout cas, l'ensemble de ces éléments ont permis à la juridiction de considérer qu'il pouvait y avoir un risque à ce que des liens soient maintenus avec le garde des Sceaux en exercice. Et la juridiction de poursuivre de façon extrêmement concrète. Il faut rappeler notamment que les magistrats du parquet général peuvent rédiger, soit d'initiative, soit à la demande de leur hiérarchie, des rapports qui sont des rapports circonstanciés et qui sont transmis au ministère de la Justice. Il est évident qu'à partir du moment où vous avez un garde des Sceaux qui a fait le choix de rendre visite à une personne qui était condamnée par la justice de son pays et qui est poursuivie pour des faits d'atteinte à la probité grave, eh bien, il faut maintenir une imperméabilité. Et cette imperméabilité, elle n'est possible que si est garanti le fait de ne pas avoir de contact, et notamment donc par le biais de cette interdiction, mais qui constitue en fait un précédent qui est tout à fait majeur et qui est tout à fait en fait éloquent du point de vue de nos institutions, parce que on peut quand même aujourd'hui s'inquiéter d'avoir besoin qu'une juridiction prononce une interdiction d'entrer en contact, là où ça devrait être un réflexe de la part des protagonistes qui sont mis en cause. Et on voit que, eh bien, la juridiction a émis un doute et que ce doute a conduit à cette interdiction d'entrer en relation. Et en fait, c'est un élément qui sera tout à fait important pour la suite des débats parce que ça montre bien, encore une fois, que vous avez une juridiction qui est parfaitement consciente des enjeux et qui est aussi parfaitement consciente des outils que peut mettre à profit Nicolas Sarkozy pour eh bien, tenter d'être disculpé dans ce dossier. Mais d'ailleurs, comme vous l'avez évoqué, cette interdiction laisse entendre une possible influence ou en tout cas un risque de pression. Est-ce que selon vous, c'est aussi un signal de fragilité du dossier ou au contraire un élément de protection du processus judiciaire ? C'est évidemment un élément de protection du processus judiciaire parce que cette visite du garde des Sceaux à Nicolas Sarkozy avait suscité une incompréhension qui était considérable, non seulement au sein de la population, mais aussi d'ailleurs pour les parties civiles de ce dossier, où on avait le sentiment d'un mélange des genres, d'une confusion des rôles, et on ne s'expliquait pas pourquoi un garde des Sceaux en exercice vienne rendre visite à une personne condamnée, encore une fois, à de multiples reprises dans des dossiers différents, et notamment dans celui-ci, même si c'est de façon provisoire. Donc il est évident que face à de tels éléments, on voit en fait la puissance du rapport de force et de l'asymétrie de ce rapport de force et la possibilité en fait pour la justice d'être totalement dépassée par cette asymétrie dans le rapport de force et de cette domination du politique sur la justice. Et je rappelle que cette rencontre
entre Gérald Darmanin et Nicolas Sarkozy a aussi fait suite à des déclarations d'une extraordinaire brutalité de Nicolas Sarkozy à l'encontre des juges, en dénonçant un processus politique, en dénonçant une justice vexatoire, une peine vexatoire à son encontre. Et ça permet, par le biais de cette interdiction, d'établir un cadre qui soit un cadre normatif. Par le biais de cette interdiction, au moins, on se prémunit de la possibilité que ces contacts interviennent et on se prémunit aussi qu'il y ait la transmission d'indications, d'informations sur lesquelles nous n'aurions strictement aucun contrôle. Et je pense que, encore une fois, cette interdiction ne dit pas et ne montre pas un arbitraire des juges. Il montre au contraire, en fait, une affirmation d'indépendance. Et par le biais de cette affirmation d'indépendance, il montre aussi que notre démocratie est profondément malade parce qu'elle a besoin de ces garde-fous pour permettre, en fait, à un processus judiciaire de pouvoir évoluer de façon sereine et de façon indépendante. Et je pense que si aujourd'hui l'événement d'actualité est lié à la libération de Nicolas Sarkozy, en fait, il y a un événement qui est tout aussi important et c'est ce contrôle judiciaire et l'interdiction qui a été mise en œuvre. Et d'ailleurs, est-ce que, selon vous, il y aura aussi une nouvelle offensive médiatique possible? C'est-à-dire parce qu'on ne sait pas s'il y aura une mesure d'interdiction pour lui de se défendre sur les plateaux de télévision, de venir et de raconter. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on pourra voir peut-être l'ancien chef d'État sur les plateaux de télévision? On a déjà vu qu'il ne s'en était pas privé assez rapidement pour, notamment dans le cadre d'un entretien qui avait été donné à la presse écrite, dénoncer le fait qu'il serait la victime expiatoire de l'état de droit et qu'en réalité, lui seul en serait le gardien. Donc évidemment qu'il faut se préparer à ce qu'il puisse y avoir cette utilisation des médias comme étant un instrument de défense. Et je pense que plus il y a une vulnérabilité sur le fond et plus il y a un embarras sur le fond, plus il y a la nécessité de mettre en branle un système médiatique qui va venir au soutien de son argumentation et au soutien de sa défense. Parce que ce qu'on a vu sur un certain nombre de plateaux et ce qu'on a vu sur un certain nombre d'articles qui ont été publiés, c'est que généralement, en fait, ces éléments de défense ne sont que peu contrebalancés par des éléments objectifs, factuels, qui figurent dans la procédure. Et donc, il y a une conscience de sa part de l'intérêt de pouvoir utiliser les médias et aussi de l'intérêt de pouvoir utiliser les médias pour tenter de convaincre l'opinion qui serait une victime judiciaire, à travers aussi les comparaisons qu'on a vues, notamment avec le comte de Monte-Cristo et d'autres figures, dont Dreyfus, qui ont fait l'objet, elles, d'erreurs judiciaires. Et pour ce qui concerne le comte de Monte-Cristo, pas simplement d'une erreur judiciaire, mais d'un véritable complot. Et je peux vous garantir que dans le procès du financement libyen, on est évidemment un milieu du moindre complot et on est un milieu également d'une erreur judiciaire pour nuire à la personne de Nicolas Sarkozy. Et il y a eu justement une autre interdiction, celle de quitter le territoire. Elle est d'ailleurs souvent associée à un risque de fuite ou de dissémination d'éléments. Dans cette affaire, pourquoi cette mesure est-elle nécessaire selon vous? C'est une mesure qui est nécessaire parce que, évidemment, qu'on a en face de nous un justiciable qui, certes, est soumis au principe d'égalité devant la loi et donc traité comme n'importe quel justiciable, mais pour lequel, en fait, on ne peut pas non plus faire abstraction de l'ensemble des éléments qui peuvent aussi lui permettre soit d'influencer le processus judiciaire, soit de tenter d'échapper à sa responsabilité. Sachant que il faut rappeler notamment que Nicolas Sarkozy a été mis en examen, même si évidemment il demeure présumé innocent, pour subornation de témoins dans la même affaire, puisque même si ça fait l'objet d'une information judiciaire distincte, ça concerne des tractations potentielles qui auraient été faites auprès de Takieddine pour obtenir que son témoignage soit changé. Et donc c'est pour ça que lorsque vous avez une personne qui est mise en examen pour subornation de témoins, il faut aussi garantir le fait non seulement qu'elle se représente devant les juges et le fait qu'il n'y ait pas de procédés qui soient employés, notamment des procédés qui auraient lieu pour partie à l'étranger, pour tenter de contourner le fonctionnement normal de la justice.
Et donc, comme vous l'avez dit aussi un peu au début de cet échange, cette affaire ouvre aussi une nouvelle ère pour la responsabilité pénale des chefs d'État en France. Quel impact politique aussi est-ce que cela peut-il avoir en France ? Il est évident que cette affaire a déjà une incidence juridique et judiciaire considérable, parce que les juridictions françaises, notamment en matière d'atteinte à la probité, nous ont habitués à une forme de clémence structurelle. Une clémence structurelle qui conduit à ce que, à partir du moment où cette criminalité en col blanc est jugée, eh bien, elle bénéficie de traitements de faveur et elle bénéficie de peines qui ne sont pas du tout à la hauteur de peines qui sont prononcées à l'encontre de justiciables communs pour des faits d'une même gravité. Et en fait, on a enfin ce contraste avec ce qui était une pratique habituelle et ce qui, par conséquent, en fait, ouvre la voie à la normalisation de peines proportionnées à la gravité des faits qui sont reprochés à cette criminalité en col blanc. Et en fait, on voit très bien que face à ce processus de normalisation de peines qui sont des peines proportionnées, eh bien, le système cherche à se protéger. Il cherche à se protéger par une offensive extrêmement forte qui est menée contre la justice, par un certain nombre de soutiens politiques qui sont attribués à Nicolas Sarkozy, et par aussi le soutien donné par le milieu des affaires à Nicolas Sarkozy, qui eh bien, dispose toujours du soutien, notamment en entreprise, au sein desquelles il peut être membre du conseil d'administration. Donc en fait, on voit qu'on est en train de toucher aussi une enveloppe de personnes, qui est une enveloppe de personnes unies par une forme d'entre-soi extrêmement puissant, et qui ont montré par la réaction épidermique à ce jugement qu'elles avaient une capacité de réaction. Sauf qu'en fait, cette capacité de réaction, eh bien, il y a aussi la justice qui peut être en capacité précisément de pouvoir répondre à cette capacité de réaction, et notamment par la mise en place de ce contrôle judiciaire. Maintenant, d'un point de vue général, par rapport aux réactions politiques, moi, j'ai pas le sentiment, en voyant les réactions des uns et des autres, qu'il y ait une unanimité par rapport à la condamnation de Nicolas Sarkozy et par rapport à ce qu'elle peut révéler aussi d'agissements fautifs de la part de notre élite politique. Soit il y a effectivement des voix qui sont des voix qui eh bien, restituent la réalité de cette condamnation et restituent la gravité qu'elle représente, mais vous avez aussi un certain nombre de soutiens qui ont pu être apportés à Nicolas Sarkozy. Vous avez aussi des personnes qui, sans apporter leur soutien, nourrissent une forme d'ambiguïté. Et je pense que, même si évidemment qu'il est normal d'être respectueux de la présomption d'innocence, en attendant, il y a une différence entre être respectueux de la présomption d'innocence et être respectueux du processus judiciaire, et apporter un soutien qui est un soutien inconditionnel, bien souvent sans même connaître le fond du dossier. Parce que moi, je suis saisi d'avoir parfois des personnes en face de moi qui se livrent à des commentaires à l'emporte-pièce sur cette décision pour dire à quel point elle serait... elle devrait être considérée comme étant nulle et non avenue. Sauf qu'en fait, ces personnes, moi, je les ai jamais vues participer et assister aux différentes audiences auxquelles moi j'ai été présent pendant 3 mois. J'ai pas nécessairement le sentiment qu'elles ont pu voir la totalité de ce dossier, notamment ce jugement de 400 pages et l'ensemble des éléments qui ont été révélés par l'information judiciaire. Donc, s'il y a ce moment charnière qui a été franchi, et cette étape charnière qui a été franchie par la justice anticorruption, je pense qu'il y a aussi en fait une responsabilité qui est une responsabilité sociale et qui est aussi une responsabilité de la société civile à pouvoir aussi accompagner ce mouvement judiciaire qui est un mouvement judiciaire d'indépendance et qui est un mouvement de responsabilisation de notre élite politique. Parce que il faut bien comprendre en fait que les juges sont faibles. Ils sont faibles par rapport à la puissance du pouvoir exécutif et par rapport à la puissance du pouvoir politique qui a, encore une fois, une capacité de pouvoir imprimer un discours médiatique. Parce que les magistrats, eux, rendent leurs décisions. Certains viennent commenter parfois le bien fondé des poursuites, et je pense notamment au fait que dans ce dossier, vous avez le procureur de la République qui est venu intervenir médiatiquement pour rappeler quels étaient les éléments à charge qui pouvaient exister à l'encontre des prévenus dans ce dossier. Mais normalement, en fait, une fois que le juge
a rendu ses décisions, il n'a plus vocation à entrer sur la scène publique pour justifier de sa décision, puisqu'il l'a déjà fait. C'est un jugement qui fait 400 pages, et la motivation, on l'a déjà eu le jour du délibéré, où pendant plusieurs heures, eh bien, la présidente du tribunal a expliqué les raisons pour lesquelles cette condamnation était justifiée. Et en fait, ce qui est tout à fait saisissant dans ce que nous sommes en train de traverser, c'est qu'en fait, il y a un contre-discours et un double discours qui s'est mis en œuvre très rapidement après la condamnation, qui est en fait une néo-réalité, une néo-vérité qui est sans rapport ou presque avec ce que nous avons vécu judiciairement pendant 3 mois, mais qui consiste à répéter les mêmes éléments de langage pour tenter de se convaincre qu'il n'y aurait aucun élément dans ce dossier qui pourrait justifier une condamnation. Et c'est pour ça que je dis responsabilité de la société civile et responsabilité aussi de nos politiques, parce que en fait, on voit bien qu'on est à la croisée des chemins et que si nous ne réagissons pas collectivement, eh bien en fait, cette forteresse judiciaire est en réalité une forteresse judiciaire qui est extrêmement friable, et si elle n'a pas de soutien, eh bien elle peut être anéantie dans ce processus. Et je pense que c'est vraiment une idée centrale, parce que, pour tout vous dire, moi je pensais que le délibéré et que le jugement permettait d'avoir une réalité commune qu'on peut après contester. Et la défense, évidemment, est parfaitement libre d'estimer si tel ou tel élément doit conduire à une caractérisation pénale. Ça, c'est le cas pour n'importe quel justiciable, mais c'est parfaitement différent de s'en prendre en fait à la justice elle-même, et à entretenir l'idée en fait que la justice, par ses décisions, aurait outrepassé ses pouvoirs, et qu'elle chercherait presque à déstabiliser le politique. Il n'y a rien de tout ça. C'est simplement que la justice est confrontée au politique, et ce que le politique ne supporte pas, c'est qu'il est judiciarisé comme les autres, et lorsqu'on est judiciarisé comme les autres, eh bien, de la même manière, on peut être soumis à une incarcération comme les autres, lorsque la gravité des faits le confirme. Alors évidemment, donc cette déclaration, cette libération ne clôt pas le dossier. Et vous, en tant qu'avocat des parties civiles, quel est l'enjeu le plus important à venir pour la suite de ce procès ? Moi, en tout cas, la satisfaction que je tire quand même de cette décision, c'est qu'elle va mettre un terme au discours de victimisation qui pouvait exister autour de cette détention et autour de la mise à exécution de la peine. On en a terminé avec ce discours de victimisation. Et de la même manière, on en a terminé normalement avec le discours qui consiste à dire que Nicolas Sarkozy serait la victime d'un état de droit qui outrepasserait ses pouvoirs. Parce qu'on ne peut pas à la fois dire qu'on est victime d'une justice partiale lorsque on est condamné, et de dire que cette justice ne serait pas partiale lorsque, eh bien, elle décide de mettre en liberté. Donc, j'espère qu'en tout cas, ce sera le point final à ce discours de victimisation et à ce discours d'une partialité des magistrats, parce que cette partialité des magistrats a clairement été infirmée par le fait que cette décision est parfaitement respectueuse de l'état de droit. Maintenant, du point de vue des partis que je représente, l'enjeu derrière tout ça, c'est que on va pouvoir se consacrer au fond du dossier. Et en fait, on voyait que par les multiples commentaires autour de cette incarcération, en fait, on commentait l'écume des choses. On commentait l'écume des choses parce que cette incarcération n'est que la conséquence du fond. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Et cette forêt, c'est l'ensemble des éléments qui ont été révélés par l'information judiciaire et qui ont conduit à une décision de condamnation. Et désormais, eh bien, nous, ce que nous attendons, c'est que la Cour d'appel confirme cette décision de première instance, voire l'aggrave, parce que vous avez un certain nombre de qualifications qui ont été abandonnées par les premiers juges, et notamment celle de corruption, là où il nous semblait que des éléments pouvaient permettre de les caractériser. Et tout le battage médiatique qui a été entretenu autour de cette décision va finalement préjudicier, je pense, aux prévenus, puisque en fait, ce sont eux qui, en entretenant ce battage, eh bien, vont aussi faire qu'il va y avoir un intérêt médiatique redoublé autour de ce procès. Et si un intérêt médiatique redoublé, eh bien, chacun devra aussi observer avec plus d'attention les éléments de fond. Et si on observe avec plus d'éléments les éléments de fond, eh bien, on va se rendre compte du différentiel tout à fait notable qui existe entre ces éléments et le discours qu'on cherche à dicter. Et pour conclure, est-ce qu'on peut s'attendre
peut-être à un retour en détention. Est-ce que c'est possible après cet appel ? Mais évidemment qu'on peut s'attendre à un retour en détention. Et d'ailleurs, beaucoup ont commenté en disant que c'était le premier président, ancien président à être incarcéré. Ce sera peut-être le premier président à être incarcéré à plusieurs reprises. Encore une fois, moi, en tant que partie civile, il m'appartient pas de me livrer à des commentaires sur cette incarcération, et d'autant plus que de façon générale, mon positionnement, c'est d'être assez réticent du point de vue de peine d'emprisonnement ferme. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où ces peines d'emprisonnement ferme ne sont pas écartées pour les justiciables de droit commun, en fait, il n'y a aucune raison que cette application du droit ne soit pas la même pour Nicolas Sarkozy, parce que, encore une fois, il est soumis à ce principe qui est un principe d'égalité. Et ce qu'il faut également dire, c'est que dans ce dossier, les qualifications qui sont reprochées à l'encontre de Nicolas Sarkozy sont extrêmement lourdes. Vous avez celle de corruption et vous avez également celle d'association de malfaiteurs, avec un risque qui est un risque qui peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, et que, en fait, toute autre décision qu'une décision d'emprisonnement ferme serait incompréhensible du point de vue de la réalité, en fait, de fond. Et si il devait y avoir une décision autre, en cas de condamnation, évidemment, je parle pas de la relaxe, mais s'il devait y avoir une décision autre du point de vue de la peine en cas de confirmation de la culpabilité de Nicolas Sarkozy, une peine autre qu'une peine d'emprisonnement ferme confirmerait que cette justice des puissants, cette justice de la criminalité en col blanc, obéit manifestement à des règles qui sont des règles dérogatoires, mais qui échappent en fait au code pénal, qui échappent au code de procédure pénale, et qui seraient en fait une forme de pratique judiciaire, qui serait une pratique judiciaire du non-dit et de l'implicite. C'est ce qui n'est pas souhaitable. Et en tout cas, tous les efforts que nous allons faire devant la Cour d'appel, c'est de permettre que cette décision soit confirmée. Et en tout cas, moi, ce que je retiens de cette séquence, c'est que notre système a montré qu'il pouvait être en capacité d'incarcérer un ancien président de la République, même si après, il y a un dispositif qui a été mis en œuvre pour permettre cette détention et qu'elle se déroule dans les mêmes conditions. Mais en tout cas, c'est possible. Et donc, désormais, ce sera plus nouveau, ce sera plus inédit. Et donc, l'enjeu est maintenant celui de la confirmation. Merci beaucoup, Maître Vincent Brongard, pour votre analyse et vos éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à vous d'avoir suivi cette édition de Toujours Debout. À suivre, le récap présenté par ma consoeur Marion Lopez. Et n'oubliez pas de nous soutenir. Le média doit avoir sa fréquence sur la TNT francilienne. Signez et faites signer notre pétition sur tntdesindés.fr pour une TNT libre, ouverte et démocratique. Très belle soirée sur le média.